La chaleur dans l'air, donc, et aussi dans l'eau. La Méditerranée monte jusqu'à 27 degrés, 5 degrés de plus que les moyennes de saison, des températures dignes de la fin août. Quand la mer a chauffé tout l'été, là c'est déjà le cas et c'est préoccupant. En Corse, Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Sur cette plage d'Ajaccio ce matin, l'eau est tellement bonne qu'on s'y baigne sans difficulté. Voilà, on y rentre sans problème, c'est super. Il faut dire qu'ici, la température de la mer avoisine les 27 degrés. Alors oui, c'est agréable, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. On en profite, mais je pense qu'à un moment, elle nous refroidit plus. Donc ça, juillet-août, c'est très inquiétant. Trop chaud, la Méditerranée est trop chaude. Mais moi, pour mon plaisir personnel, elle n'est pas trop chaude, elle va bien. Les températures sont anormalement hautes pour la saison. Un constat partagé par le gérant de ce club de plongée qui, en 10 ans, a vu des changements importants sous l'eau. On a constaté qu'en une semaine, on est passé d'une eau dans les 6 premiers mètres à 20-22 degrés. Hier, on était à pratiquement 28 degrés. Les températures sont anormalement hautes pour la saison, plus 4,6 degrés en 10 ans. On commence à parler d'ailleurs de canicule marine ou de vagues de chaleur océanique. Ce réservoir d'énergie et d'humidité va alimenter l'atmosphère avec un surplus d'humidité et donc quand on a des épisodes pluvieux, les pluies seront plus intenses et les cumuls beaucoup plus importants. La hausse des températures de l'eau provoquerait aussi la disparition de plusieurs espèces marines. Face à cette chaleur, nous ne sommes pas tous égaux et c'est un peu la bataille des anciens contre les modernes. Ceux qui habitent dans des vieilles maisons ou dans les quartiers les plus anciens en ville, souffrent moins que dans les résidences plus récentes. Lucie Glasson, Philippe Fontalba et Nicolas Carme l'ont constaté ce matin à Aix-en-Provence. C'est l'une des villes où il fera le plus chaud aujourd'hui, 36 degrés annoncés. Ce matin, à Aix-en-Provence, les habitants cherchent tous la même chose. Fuir la chaleur. Sur mon ordi, je me pose à l'ombre parce que sinon, on ne peut pas rester au soleil, ça c'est sûr. Là, il y a un petit peu d'air, c'est pour ça que je prends tout le temps les petites ruelles. L'avantage des vieilles ruelles, il y a de l'ombre. Un peu de frais aussi, dans les vieux immeubles comme chez Pierre-Louis, qui habite en centre-ville. Ça tape fort, oui. Tous les jours, le même rituel, il ferme les volets. Vous arrivez à garder du frais? Oui, sans problème. Les murs sont très épais, c'est humide. Ces murs sont épais, pas de baies vitrées, mais de petites fenêtres et des volets qui laissent passer l'air grâce à de petites aérations. Un peu plus loin, des immeubles plus récents, de plus grandes surfaces vitrées et des murs moins épais. C'est inhabitable, c'est impossible. Moi, je suis en train de transpirer. Le logement de Louana est en plein soleil presque toute la journée. À 11h, il fait déjà 30 degrés. On avait choisi cet appart dans l'hiver parce que il y a beaucoup d'exposition à le soleil. Maintenant, j'espère que l'été passe bientôt parce que je suis en train de souffrir un petit peu. C'est le problème de beaucoup d'immeubles récents. Bien isolés pour l'hiver, mais l'été, ils deviennent invivables. Notamment à cause des murs fins et des grandes baies vitrées. Aujourd'hui, on cherche la vue, on cherche des grandes baies vitrées plein sud. Et après, on se plaint de la surchauffe à l'intérieur. On peut se dire que les anciens avaient plutôt bien travaillé. L'avantage de ces bâtiments, c'est qu'ils ont des murs assez épais, en pierre. Donc, ils ont beaucoup d'inertie. Donc, ça garde la chaleur l'hiver et ça garde un peu la fraîcheur aussi l'été. En France, 3 logements sur 10 sont considérés comme des bouilloires thermiques. Ils deviennent invivables lors des fortes chaleurs. À l'heure qu'il est 20 000 foyers restent privés d'électricité après les très violents orages dont on vous a beaucoup parlé hier. Le village de Nadayac, en Dordogne, est l'un des plus touchés. Des centaines de toitures, vous allez le voir, sont à réparer. Reportage de Sarah Francesconi et Florian Gourdin. Vue du ciel, Nadayac est méconnaissable ce matin. Des bâches recouvrent plus de la moitié des toits du village. Les couvreurs sont venus par dizaines pour sécuriser les habitations. On peut accéder par l'intérieur ou pas? Chez Karine, tout un pan du toit s'est envolé. Elle habite ici depuis 25 ans. Difficile pour elle de voir sa maison défigurée par l'orage. Ça a fait voler toutes les tuiles, toutes les ardoises. C'était un tapis d'ardoises sur la route. Ça faisait un bruit assourdissant. J'ai vraiment eu très très peur. C'est soudain, inédit et on est impuissant, quoi. Il faut attendre que ça passe et c'est tout. À l'extérieur, pompiers et couvreurs se relaient.
Rémi et Christophe interviennent sur le toit de l'église. Sous leurs yeux, le sinistre est impressionnant. Vous avez la tuile rouge juste là-bas, la tuile mécanique, et l'ardoise juste derrière, il n'y a plus rien sur le toit. Là, c'est une catastrophe. Ils font au plus vite, craignant le retour de la pluie. C'est d'enlever la plus grande partie des gravats pour éviter que ça tombe partout et sur les gens. Et après d'essayer de bâcher le toit pour essayer de conserver le monument. Surtout permettre aussi aux gens autour de retrouver une maison qui n'ait pas de fuite, quoi. Hier, les pompiers encordés intervenaient sur le toit de l'école. Ce matin, les élèves sont accueillis dans les annexes du bâtiment. C'est maman, c'est toi qui te prends. Allez, bosse bien. Pour l'équipe municipale, c'est un crève-cœur. 200 000 € de travaux venaient tout juste de se terminer. Elle a été refaite en 2023, finie en 2024. La toiture a été endommagée, il y a eu des infiltrations d'eau qui ont fait qu'une classe n'est plus utilisable. Et voilà. Quand on voit tout ce qu'il y a comme dégâts, je veux dire, pourquoi l'école aurait été épargnée, quoi. Assureurs et experts sont attendus sur place dans la journée. Dans le village, les travaux vont durer encore plusieurs semaines. Concernant nos agriculteurs, des producteurs de noix ont perdu jusqu'à 95% de leur récolte. Un coup dur alors que la saison s'annonçait prometteuse et que la filière sort à peine de plusieurs années difficiles. En Corrèze, Carlo Paredes et Emmanuel Sarr. On a par terre, on a autour de 20 000 €. Une production décimée, avec la moitié des noix tombées au sol à cause du vent. Quant aux fruits restés sur les branches, ce sont des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong et même d'une pomme qui les ont abîmés. Beaucoup sont eux aussi perdus pour la récolte du mois de septembre. Il n'y a plus de feuilles. Les fruits sont tous matés, mâchés. Sur 700 noyers, la perte est estimée à au moins 70%. La coque n'est même pas formée dans le brou et c'est là qu'il est le plus fragile, quoi. Donc c'est le coup de massue au plus mauvais moment, quoi. Les dégâts après les orages de mercredi soir ont touché les 3/4 des 500 producteurs de noix AOP du Périgord. Des agriculteurs parfois éleveurs comme ici et dont les bâtiments ont souffert des intempéries. Voilà les dégâts de la grêle, de l'orage d'avant-hier. Si le coût de réparation du toit est estimé à 30 000 €, le propriétaire espère surtout que les travaux seront réalisés avant la pluie et le froid de cet hiver. C'est pas sain comme environnement, l'humidité pour des vaches. Puis la crainte aussi, c'est surtout les fourrages, parce que d'ici cet hiver, si c'est pas réparé, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sur les fourrages et les fourrages ne seront pas bons pour donner aux animaux, quoi. Alors que la récolte s'annonçait excellente, les producteurs de noix sont de nouveau confrontés aux caprices de la nature. Gel, sécheresse, champignons et maintenant grêle. Rien ne leur a été épargné ces dernières années. C'était une année qui était bien partie. Il y avait eu de la belle floraison, ça avait bien chargé, c'était bien beau, il n'y avait pas de maladie jusqu'à présent. Et là, malheureusement, la maladie va venir. Des producteurs qui espèrent maintenant bénéficier d'une indemnisation de l'État si le statut de calamité agricole est reconnu. On va faire appel à des constats météo, des constats terrain et il y a des seuils. Il faut au moins 30% de pertes pour que la calamité soit déclenchée. Une indemnité qui, quoi qu'il en soit, ne redonnera pas le sourire aux producteurs. De plus en plus se pose la question de continuer.